Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, je suis très heureuse de pouvoir commencer la semaine de sensibilisation à l'infertilité en invitant les présidentes, en invitant, pas que les présidentes d'ailleurs, en invitant des femmes engagées et généreuses, donc 4 présidentes d'associations de patientes, une députée et une experte en périnatalité. Donc, pour parler du sujet de la santé gynécologique et reproductive, donc on sait bien qu'en France, les femmes représentent presque 52% de la population, mais on est encore en difficulté pour tout ce qui concerne la santé de la femme. Et donc, toutes les actions des présidentes des associations qui sont là ce soir sont là pour essayer de faire exister, et des fois depuis de très nombreuses années, des sujets très importants pour la santé des femmes et la santé gynécologique, la fertilité, leur santé générale. Et donc, je suis ravie d'accueillir ce soir Yasmine Kando, qui est la présidente d'Endo France. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous, merci. Il y a aussi Kelly Lescure, donc, qui est la présidente de l'association ESPOPK. Bonsoir. Bonsoir Kelly. Angèle Mbarga, qui est la présidente fondatrice de l'association Fibrome Info France. Et alors, on t'a pas entendu, Angèle, hein, donc quand tu devras parler vraiment, il faudra que tu ouvres ton micro. Alors ensuite, il y a Caroline Bernard, qui est la coprésidente de l'association ASSO SOPK. Bonsoir. Et puis donc, nous sommes très heureuses de pouvoir accueillir Madame la députée Prisca Thévenot. Bonsoir à tous. Et puis Déborah Schumann, qui est experte en périnatalité et que nous sommes très heureux d'accueillir aussi. Bonsoir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois avec les associations, les présidentes des associations, pour faire des tribunes sur la santé des femmes, notamment sur le 8 mars. Et l'objectif, c'était de dire que la santé des femmes, ce n'est pas que le 8 mars, ça doit être tous les jours. Et chaque association on avait écrit un texte en commun, et puis aussi les particularités de chaque association, que ce soit pour l'endométriose, le SOPK, les fibromes. Nous, au niveau de l'association collective BAMP, on est évidemment sur quelque chose qui est plus général, qui est l'infertilité, et on sait bien que les fibromes, le SOPK, l'endométriose ont un impact direct sur la fertilité. Au sein de l'association, on a une bénévole aussi qui, elle, s'occupe des synéchies, donc qui est aussi une pathologie féminine, parce que c'est quelque chose qui impacte l'utérus et qui est la première cause d'infertilité secondaire. Donc voilà, pour nous, c'est important de faire entendre le travail que font au quotidien toutes ces femmes pour la santé des femmes et pour les associations qu'elles représentent. Donc, chaque association va présenter un peu le sujet de son travail et puis un peu le message qu'elle veut faire passer ce soir. Et donc, toutes les personnes qui sont présentes et qui regardent le live peuvent poser des questions par écrit. Donc, voilà. Et ensuite, Madame Thévenot, vous pourrez nous expliquer peut-être le travail que vous avez engagé. Alors, je sais que vous êtes attendu aussi dans l'hémicycle pour voter la loi de finances de la sécurité sociale. Donc, vous voulez peut-être nous dire un mot en introduction? Oui, je vous remercie. Déjà, je vous remercie d'organiser ce temps de sensibilisation. Et puis, je remercie aussi cette capacité à se réunir. Parce que dans ces temps troubles, je trouve que c'est important de le rappeler, que nous avons des combats communs, des luttes communes, et que nous nous réunissons autour de cela, et je trouve cela extrêmement encourageant. Et donc, je voulais vous remercier, vous, mais également à toutes les personnes présentes pour ce moment. Donc, effectivement, je m'excuse, déjà, je suis un peu mal élevée, mais je vais devoir refiler dans l'hémicycle. Ça ne veut pas dire que j'en entendrai pas, j'écouterai, mais je pourrai un peu moins intervenir et je pourrai me faire le relais par message écrit pour vous répondre s'il y a des questions très précises. Mais moi, en vrai, je ne suis qu'une petite main à votre service. En réalité, c'est moi qui vais surtout écouter ce que vous aurez à me dire et à prendre un certain nombre de vos recommandations, de vos alertes et de vos attentes.
de façon globale, je me suis saisie au sein de l'Assemblée nationale du sujet de la santé de la femme. Alors vous allez me dire oui, la santé de la femme, mais nous ne réduisons pas le sujet de l'infertilité au corps de la femme et vous aurez tout à fait raison. Ne faisons pas un sujet de poids moral, physique, psychique qui repose uniquement sur la femme. J'insiste sur ça puisqu'effectivement, ça repose encore beaucoup sur nos corps, sur nos morales et sur nos parcours. Ce que je fais au sein de l'Assemblée nationale, donc c'est effectivement d'avoir ce parcours global, mais également d'avoir des axes un peu plus prioritaires, notamment sur des sujets qui ont été mis en place sur la mandature précédente, par exemple la PMA. On pourrait se dire tout à fait simplement, la loi bioéthique est arrivée. Depuis août 2021, la PMA pour toutes est mise en place. Circuler, il n'y a rien à voir, on avance. Eh bien non. Je pense qu'une bonne loi doit pouvoir être regardée dans sa globalité. Oui, un grand pas a été mis en place. Oui, des choses qu'on attendait depuis longtemps ont pu enfin exister. Mais nous devons aussi avoir l'œil critique. L'œil critique, c'est-à-dire dire aujourd'hui, un an après, alors qu'on vient effectivement d'avoir le premier bébé PMA pour toutes qui vient de naître, eh bien nous pouvons aussi nous dire qu'il y a peut-être des choses à améliorer, des choses à revoir et des choses surtout à dire. Le corps de la femme, les parcours liés à la femme et en général les parcours d'infertilité sont encore trop entremaillés de tabous. Donc je pense que nous devons arrêter de le faire et c'est pour ça qu'encore une fois je vous remercie pour ce point-là. Donc moi, au sein de l'Assemblée nationale, je figure dans le cadre de la Commission des affaires sociales et au sein de la délégation aux droits des femmes. Donc vous comprenez très vite que pourquoi je suis sur l'ensemble de ces sujets. Et on a une semaine de contrôle au sein de l'Assemblée nationale qui va arriver. Cette semaine de contrôle permet de se dire, eh bien, les sujets qui ont été mis en place, sur lesquels nous avons légiféré, pas forcément moi, mais les députés en général, eh bien, contrôlons pour voir comment ils apparaissent et comment ils sont mis en réalité sur le terrain. De façon, encore une fois, sans tabou, sans préjugés et sans en faire de polémiques politiciennes. Et donc, j'ai demandé à ce que sur cette semaine de contrôle, donc les députés soumettent des questions, soumettent des idées. Et donc, j'ai soumis la proposition de venir, eh bien, effectivement, faire dans cette semaine de contrôle un sujet sur la PMA. Voir où nous en sommes, comment, et volontairement j'y vais sur certains sujets, comment, eh bien, quelle est la place des sécos, comment sont traités les embryons, mais également plus globalement le parcours d'infertilité. Au cours des différents travaux que j'ai pu mener, on a pu voir effectivement qu'il y a certains bilans qui seraient peut-être bien de mettre dans le débat politique pour que chacun puisse s'en servir en tant que femme, homme, en tout cas en tant que personne qui a envie de fonder sa famille. Et donc, il y a par exemple les bilans de fertilité. Donc, je vous lance un peu tous ces sujets-là, non pas pour pouvoir en parler pendant des heures et des heures, parce que vous l'aurez compris, ce n'est pas mon ambition, mais entre guillemets, c'est pour vous dire que dans ma démarche, il n'y a absolument pas de tabou, absolument pas la volonté d'avoir une démarche partisane politique. Je mets ma religion politique de côté. Et en revanche, et d'ailleurs, je dois le dire que c'est comme ça dans l'hémicycle, j'arrive sur le sujet de l'infertilité, de la PMA, de la santé de la femme en général, à travailler avec la majorité des bancs dans l'hémicycle. C'est une bonne chose. Saisissons-nous de ce sujet-là. Donc, je vous ai dit un peu de façon décousue un certain nombre de sujets. Encore une fois, moi, je suis à votre entière disposition. Le législateur ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Et tant qu'on pourra, eh bien, je peux vous assurer que vous pouvez compter sur moi et que je peux vous assurer aussi que je ne serai pas la seule. On est nombreux dans ce cas-là. Bon, bah, merci beaucoup. Yasmine, est-ce que tu veux parler d'EndoFrance et de ses combats actuels? Merci. Donc EndoFrance, c'est une association qui existe depuis 21 ans maintenant et qui est animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France. Nous avons aussi deux implantations, une à la Martinique, une à la Réunion. Voilà, à la fin du mois d'octobre, ce soir, là, nous comptabilisons 2781 adhérents à jour de cotisation. Donc pour nous, c'est vraiment important parce que ça nous permet de nous rendre visibles aussi, parce que plus on est nombreuses pour parler de ce sujet de l'endométriose, effectivement, plus on a des chances d'être entendus. Nos missions, soutenir, informer, agir. On va soutenir toutes les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. On va informer le public sur la maladie et on va essayer d'agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins.
Voilà. Que vous dire d'autre sur les missions d'Endo-France? Alors oui, que chaque année, quand même, ces bénévoles, elles organisent entre 300 et 400 événements pour informer le public, ce qui est énorme, évidemment, et qu'elles traitent surtout 50 000 mails chaque année. Enfin, depuis 2 ans, c'est 50 000 mails chaque année. Des demandes de soutien, d'orientation, des demandes d'explication de la maladie, bien évidemment, mais aussi, voilà, on sent bien que ce sont des messages de femmes qui sont en souffrance, parce que l'endométriose, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une maladie qui peut être chronique, en tout cas qui peut être aussi dans ses formes sévères extrêmement invalidantes sur le quotidien. Une personne menstruée sur 10 est atteinte d'endométriose, enfin, est diagnostiquée, ce qui veut probablement dire qu'il y en aurait plus qui seraient atteintes, mais qui sont encore en errance médicale, puisque c'est le propre de cette maladie, comme d'autres, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est d'avoir un diagnostic très long qui varie entre 7 et 10 ans. Et pendant ce temps-là, la maladie se développe et peut faire énormément de dégâts, d'abord sur la qualité de vie, parce qu'on vit avec des douleurs vraiment importantes au quotidien. C'est une maladie aussi qui va générer de l'infertilité. 30 à 40% des causes d'infertilité sont dues à l'endométriose. C'est presque la moitié des femmes qui consultent pour infertilité qui sont diagnostiquées avec une endométriose. C'est juste énorme. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ce retard et pourquoi on en arrive là? C'est par le manque de formation des médecins, le manque, on peut même dire, d'écoute et de bienveillance de certains. On a longtemps dit aux femmes qui souffraient d'endométriose, qui se plaignaient de leur douleur, mais enfin, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme. Alors, c'est ce degré, en fait, on n'a jamais su positionner ce curseur de la douleur, parce qu'en fait, cette douleur, elle peut effectivement être normale. C'est physiologique hein, qu'un utérus contracte pour évacuer les règles. Mais à partir du moment où un simple antalgique de base ne suffit pas, eh ben, ça n'est pas normal et on doit entendre cette douleur des femmes. Donc, pendant trop longtemps, je n'utiliserai pas le mot tabou, même si effectivement c'est une maladie qui touche l'intime, mais pendant trop longtemps, on a banalisé cette douleur, et y compris des médecins. Et ça, c'est quelque chose pour lequel l'association a œuvré depuis sa création. Essayer d'arrêter cette banalisation de la douleur, faire entendre le message que disent ces femmes, et puis surtout agir pour que les médecins aient des formations adéquates qui leur permettent correctement de diagnostiquer l'endométriose le plus vite possible, et puis d'offrir un plan d'action aux femmes pour qu'elles ne se retrouvent pas confrontées à des douleurs très sévères, à des opérations qui sont parfois mutilantes, à une qualité de vie amoindrie parce qu'elles vont devoir porter une stomie, vont devoir se sonder, et quand l'opération aura été mal faite, malheureusement c'est pour la vie. Donc voilà, il y a une double peine dans l'endométriose, il y a la douleur, et puis il y a les opérations ratées parce qu'elles sont arrivées tardivement ou parce qu'elles ont été faites par des chirurgiens qui n'ont pas été correctement formés, qui va réduire totalement la qualité de vie à néant. Voilà un petit peu pour dresser le tableau des points d'action d'Endo-France. Depuis 2 ans, on a deux axes stratégiques sur lesquels nous œuvrons énormément. C'est l'impact de l'endométriose sur le travail. On fait énormément de sensibilisation en entreprise et dans des grands groupes, pour n'en citer que quelques-uns, Air France, SNCF, Promode, Kiko Milano, les cosmétiques, GRT Gaz, Lacoste, voilà. Donc, les entreprises font de plus en plus souvent appel à nous pour sensibiliser les salariés, le management aussi, à cette difficulté, à cet impact de l'endométriose sur le quotidien. Et le deuxième axe, alors pour ce faire, nous avons rédigé un livre blanc qui s'appelle Endométriose et emploi, qui est téléchargeable sur notre site internet, sur la page Travailler avec l'endométriose. Et puis, le deuxième axe, c'est s'occuper des plus jeunes, faire de la prévention, même si c'est compliqué hein, avec l'endométriose, et qu'il ne faut surtout pas porter un message qui va dramatiser, mais il faut alerter sur les potentiels symptômes pour que dès l'adolescence, quand on entre dans sa vie de jeune adulte, on se rende compte de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, et que ces symptômes d'appel que l'on connaît pour l'endométriose
puissent être connus de façon à ce qu'on ne les occulte pas si jamais on devait se trouver confronté à ça. Et on fait énormément de sensibilisation en lycée, en école, et on se rend compte que les jeunes ont beaucoup de questions et que d'abord ils nous disent ma mère a de l'endométriose, ma sœur a de l'endométriose. Là, ils connaissent déjà quelqu'un qui ont de l'endométriose. Donc voilà, ils sont là aussi pour intégrer, pour comprendre et puis nous aider aussi quelque part en portant le message de dire non, ça n'est pas normal, même à l'adolescence. Et pour porter ce message, nous avons créé une affiche à destination des infirmières scolaires qui dit non, on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose. Et nous avons aussi publié une BD qui s'appelle L'endométriose de Clara, qui est basée sur des témoignages réels, qui s'adresse aux 15-25 ans pour leur expliquer ce que c'est que vivre avec une endométriose et qui va aussi proposer différents témoignages de femmes atteintes d'endométriose, et qui est sous format graphique. C'est une BD, parce que vous dites que c'est plus facile pour les jeunes à l'heure actuelle de lire des BD, et qui vraiment reçoit un bel accueil du public. Dernier point, la recherche, évidemment, sur notre pathologie. La recherche, c'est un problème. Et donc, nous avons versé déjà, à la fin de l'année, je pense qu'on arrivera aux 300 000 €, versé à des équipes médicales qui œuvrent sur la recherche endométriose. Et c'est important, et tout ça, c'est grâce à nos donateurs. J'en profite pour les remercier, et à nos adhérents. Si j'avais un message ce soir à passer aux femmes atteintes d'endométriose, c'est qu'elles osent dès à présent, dès que le diagnostic est posé, porter la question de préservation de la fertilité. Quand on a des endométriomes, c'est-à-dire des kystes sur les ovaires, la réserve ovarienne peut être altérée, peut être abîmée, et ça, il est important très tôt, si bien sûr on souhaite avoir des enfants, de dialoguer, d'échanger avec son médecin sur ce point-là, avant qu'il ne soit trop tard, pour pouvoir agir, préserver, faire de la préservation ovocytaire, pour pouvoir, lorsqu'on sera prête, lorsqu'on en aura envie, pouvoir atteindre cet objectif, ce désir d'enfant, pouvoir le réaliser. Voilà. Ok, merci. Alors, pour pouvoir préserver la fertilité, encore faudrait-il qu'il y ait des médecins pour le faire, des lieux pour le faire et le temps de le faire. Donc, Ouais. Ça, c'est un autre combat. C'est un autre combat, effectivement. Parce que la préservation médicale est possible depuis de nombreuses années. Et avec l'ouverture de la loi de bioéthique, la préservation sociétale ou par choix est autorisée. Sauf que les médecins n'arrivent pas à le faire parce que les délais se sont excessivement allongés, les délais de prise en charge. Et là, les rendez-vous qui sont proposés pour des femmes qui souhaiteraient préserver leur fertilité, ce sont des rendez-vous dans 1 an, voire 1 an et demi, Déborah. Oui. Je ne sais pas si vous... Et en plus, ce n'est pas ouvert à tous les centres puisque la loi, le législateur a réservé la technique de préservation par choix aux seuls centres publics. Et donc, c'est... Virginie, puisque vous avez cité mon prénom, et oui, vous savez que c'est un combat que je mène aussi, cette préservation, parce qu'effectivement, ça arrive souvent trop tardivement parce qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui suffisant pour accueillir les femmes. Pas juste une prise de conscience des femmes, c'est aussi ce délai-là qui est trop court aujourd'hui puisque tous les centres ne permettent pas de le faire. Et c'est un combat aussi qu'on doit mener, vous avez raison, sur l'histoire des centres privés, puisque si les centres privés demain pouvaient permettre de faire cela, on augmenterait évidemment la capacité et donc la possibilité aux femmes de pouvoir préserver mieux et plus rapidement et pas comme on peut le faire aujourd'hui. Moi qui travaille avec de nombreux médecins de centres privés ou publics, j'avoue et je le dis, c'est un crève-cœur vraiment pour beaucoup de professionnels de santé de devoir envoyer les femmes à l'étranger. Alors que nous pourrions le faire en France, pris en charge et dans des conditions que nous connaissons. Donc c'est un autre combat, mais c'est un combat qui malheureusement est indispensable aujourd'hui. Alors, je vais donner la parole à Kelly pour nous parler du SOPK.
Donc là, avec une association qui existe depuis moins longtemps qu'Endo-France, mais qui était aussi excessivement nécessaire, parce que le sujet du SOPK est un sujet important aussi. Oui, merci Virginie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Kelly Lescure, présidente et fondatrice de l'association SPOPK. L'association SPOPK, c'est la première association française et européenne engagée dans la lutte contre le SOPK. Elle a été fondée en 2018, du coup par moi-même et mon mari, à la suite de mon propre diagnostic. Diagnostic après lequel je me suis retrouvée, comme beaucoup d'autres femmes dans ma situation, face à une errance monumentale et une errance qui m'a permis de me rendre compte en fait qu'on était extrêmement nombreuses dans cette situation et surtout qu'il n'y avait pas d'organisme existant à cette époque-là pour accueillir les témoignages des femmes, les besoins, les revendications et donc tout ça, ça m'a menée dans un cheminement où je me suis beaucoup documentée, où j'ai aussi pris conscience un petit peu de l'ampleur du travail qu'il y avait à mener et où du coup en novembre 2018 j'ai créé l'association SPOPK avec une première ambition qui était toute petite, c'était de centraliser l'information et de la rendre accessible en fait à toutes facilement et gratuitement, puisqu'à l'époque l'information on la trouvait essentiellement en anglais. Donc voilà, au début SPOPK c'était vraiment cette toute petite ambition d'informer, de transmettre l'information, et puis on s'est vite aperçu qu'il y avait un vrai besoin, il y avait un vrai terrain de travail à mener, et donc nos ambitions ont grandi, nos missions aussi se sont un peu imposées à nous. Aujourd'hui, chez SPOPK, je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à ce qu'a dit Yasmine, mais voilà, nos combats sont quand même extrêmement similaires, donc on a des missions aussi qui sont très similaires. Aujourd'hui, chez SPOPK, on a 4 grandes missions. La première, c'est informer, sensibiliser, et ça, je pense que c'est propre à presque toutes les associations. Je pense qu'on ne peut pas avoir une association et ne pas mettre ce point-là au cœur de notre démarche. Donc, informer, sensibiliser autour du sujet du SOPK. Le SOPK, aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important, dont on parle encore très peu, mais qui pourtant touche une femme sur 7, qui est également la première cause d'infertilité primaire dite féminine dans le monde. Donc voilà, c'est un sujet dont il est important qu'on parle aujourd'hui et qui est encore trop caché parce que on ignore plein de choses du SOPK, parce que il y a pas eu de doigt pointé sur cette pathologie pendant toutes ces années. Donc voilà, donc il est nécessaire aujourd'hui qu'on informe, qu'on sensibilise les patientes et le grand public à cette question. On travaille également main dans la main avec les professionnels de santé dans le but d'améliorer les conditions de diagnostic, les conditions de prise en charge, mais aussi la reconnaissance de la pathologie. Donc ça, c'est notre deuxième axe de travail. Notre troisième axe de travail, et c'est un des axes les plus importants pour moi, ça va être la prévention. Yasmine en parlait tout à l'heure, mais la prévention, pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses dans le cadre du SOPK. La prévention aux complications, puisqu'on sait que dans le cadre du SOPK, la plupart des complications peuvent être anticipées par une prévention à l'hygiène de vie, par une prévention au traitement et aux solutions accessibles, par une prévention. En fait, la prévention, elle est la clé vraiment de l'anticipation de l'évolution de la pathologie. La prévention, elle est la clé aussi de l'anticipation à l'infertilité, puisque c'est le sujet de ce soir. Je l'ai déjà dit et redit à Virginie dans le cadre de nos échanges, mais dans le cadre du SOPK, on parle énormément de l'infertilité parce que c'est ce qui a été le plus pointé toutes ces années. Malgré tout, SOPK et infertilité, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on sait prendre en charge, c'est quelque chose que l'on sait accompagner. Et c'est quelque chose dont on sait aussi que si on mène un vrai travail de prévention en amont, dès le diagnostic, on saura anticiper aussi cet accompagnement de l'infertilité avec le SOPK, anticiper aussi la potentielle apparition de cette infertilité, c'est-à-dire mener de la prévention, encore une fois, à l'hygiène de vie pour limiter les risques d'infertilité, mener de la prévention aux signaux sur lesquels il faut porter le regard. Voilà. Pour moi, la prévention aujourd'hui, elle est vraiment au centre de toutes nos actions. C'est vraiment en fait le noyau central pour moi de ce qui va nous permettre
de donner vie en fait au chemin qui va nous attendre avec le SOPK. Pour moi, la prévention, c'est la clé, c'est le centre de tout en fait, et on en a fait un vrai axe de travail chez nous. Et le dernier axe de travail, ça va être évidemment la recherche, les études. Chez SOPK, on fait par exemple partie d'une étude qui s'appelle Spiromed for Health, qui vise à tester en fait un nouveau traitement pour les toutes jeunes patientes qui va en fait mélanger plusieurs molécules qui sont utilisées aujourd'hui, chacune de leur côté, à des dosages assez importants. Et qu'on va chercher aujourd'hui à combiner à des dosages plus faibles pour limiter les effets secondaires en fait liés au traitement, et à adapter du coup ce traitement à des plus jeunes femmes, à des plus jeunes patientes, pour prendre en charge plus tôt les symptômes liés au SOPK. Donc voilà, l'axe de recherche et d'études, c'est aussi un axe qui est très très important pour nous. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter au niveau des différentes actions que mène l'association? On mène effectivement, donc encore une fois, des actions de sensibilisation, d'information. Chaque année, depuis 2 ans maintenant, on co-organise le PCOS Day, donc qui est la journée européenne de sensibilisation au SOPK, qui se déroule à Paris, que l'on co-organise notamment avec l'INSERM et le CHU de Lille, également avec SOSOPK, donc avec Caroline qui est présente ce soir. Pour nous, ça, c'est une journée qui est extrêmement symbolique, puisqu'elle n'existait pas il y a de ça encore 3 ans. Et on n'imaginait pas pouvoir la mettre en place si vite et si tôt dans notre démarche. Donc pour nous, ça, c'est hyper symbolique. C'est une journée en plus qui réunit des patientes, des professionnels de santé, des cliniciens, des chercheurs. Donc voilà, c'est une journée qui est très symbolique et qui marque aussi l'évolution dans le sujet du SOPK et le chemin qui a été parcouru depuis 4 ans maintenant que l'association existe, puisqu'à l'époque, c'était une journée qui était impensable pour nous. Donc voilà, il y a eu toutes ces actions de mener. On a mené également cette année la première campagne de sensibilisation européenne au SOPK de manière digitale. Donc ça, c'est aussi une première en Europe dans le cadre de la sensibilisation au SOPK. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Et puis là, vous avez depuis peu une nouvelle marraine. Oui, effectivement, on a notre marraine, c'est très très récent, puisqu'on a appris ça ce week-end. Enfin, on a eu la réponse d'Océane ce week-end, mais effectivement, on a le bonheur et la joie d'être accompagnés dans notre démarche par Océane Le Goff, qui a été élue récemment Miss Nouvelle-Calédonie 2022, qui candidatera donc à Miss France 2023 en décembre prochain, et qui a accepté de représenter notre cause dans son aventure et bien au-delà, et qui portera notre sujet également dans son aventure. Et c'est une super nouvelle, parce que c'est la première fois qu'on a une personnalité publique qui va vraiment s'ouvrir à ce sujet et porter ce sujet avec elle. Et c'est aussi un très grand pas, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on attendait aussi depuis très très longtemps. Donc c'est extrêmement symbolique, et le fait que ça arrive là à 2 semaines de l'anniversaire de l'association, c'est un beau cadeau. Mais c'est vrai que toi, Yasmine, tu as l'habitude, puisque ça fait longtemps que ton association existe, et donc vous avez un parrain, une marraine, donc des personnalités publiques qui portent les sujets. Et c'est vrai que voilà, pour nous, c'est important. Nous, je sais qu'au sujet de l'infertilité, à une époque, il y a une bénévole qui cherchait beaucoup à mobiliser des gens qui étaient touchés par ces sujets-là, des personnalités publiques, parce qu'on sait bien que pour nos combats, nous, on fait du travail de petites fourmis au quotidien, mais que quand on a une personnalité publique qui ouvertement dit, voilà, moi, je suis atteinte d'endométriose et je porte ce sujet, je le représente dans la société, ça fait avancer plus vite et plus fort nos sujets. C'est vraiment une réalité, hein, quand Laetitia Milo, qui est notre marraine, a révélé qu'elle était atteinte d'endométriose. Elle a vraiment mis en lumière, alors d'abord, ce que vivaient des millions de femmes au silence. Elle a mis en lumière l'association et ses actions, mais également ce mot endométriose. Même si les gens ne savaient pas ce que cela signifiait exactement, mais ils avaient connaissance du mot endométriose à travers elle. Et c'était déjà une première étape. Je dis en rigolant qu'elle a fait entrer le mot endométriose dans le langage commun, mais c'est à peu près ça. Et puis, dernièrement, c'est Thomas Ramos, le joueur de rugby, qui nous a rejoint en tant que parrain pour soutenir
pour soutenir son épouse maintenant, qui est atteinte d'endométriose. Et lui voulait vraiment porter ce message que conjoints et conjointes ont un rôle à jouer. Voilà. Et dans ce partage, dans ce vécu de la maladie, parce que c'est une maladie qui se vit à deux, c'est une maladie de couple, qui prend de la place, notamment quand on veut des enfants, qu'il y a des problèmes de fertilité. Voilà, mais c'est vrai qu'avoir des personnalités qui s'engagent ouvertement sur le sujet, ça aide énormément. Angèle, est-ce que tu veux bien nous parler de Fibrome Info France et des combats que tu mènes actuellement? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis Angèle Barga, la présidente de l'association Fibrome Info France. Eh bien, Fibrome Info France existe depuis bientôt 12 ans. Je suis la fondatrice et la présidente. Et c'est à la suite de ma propre expérience que j'ai fondé cette association, parce que au moment où j'ai été confrontée par cette maladie en 2011, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'association française pouvant accompagner, informer ou orienter les patientes. Et j'ai pris conscience aussi à ce moment de l'extrême solitude dans laquelle pouvaient se trouver les femmes confrontées à cette maladie, dans la mesure où moi-même, j'étais dans cette profonde solitude. Et donc, Fibrome Info France œuvre depuis toutes ces années-là sur l'accompagnement des femmes, l'information, la sensibilisation. En fait, il y avait pas d'association française, ce qui fait que tout était à faire. Il faut dire que le fibrome utérin, c'est quand même la maladie la plus fréquente qui touche les femmes. En termes de pourcentage, c'est une femme sur 4 qui souffre de fibrome. Et malgré cette forte prévalence, on se rend compte que le fibrome demeure encore largement tabou et surtout massivement banalisé. Alors, la banalisation du fibrome est l'un des chevaux de bataille de Fibrome Info France, parce que la pathologie est banalisée par le corps médical qui a tendance à réduire d'une certaine manière le fibrome à des règles abondantes. Alors moi, je souhaite dire aujourd'hui que le fibrome est très complexe. C'est une pathologie qui est transverse déjà par rapport au fait qu'elle va toucher la sphère intime, mais par rapport à un fibrome qui prend de l'ampleur, ce qu'il faut savoir, c'est que le fibrome a tendance à bousculer les organes vitaux. Ça peut être le foie, ça peut être les intestins, ça peut être le rein. À partir du moment où un fibrome va bousculer des organes vitaux, eh bien, très clairement, on peut plus considérer qu'il s'agit d'une pathologie bénigne. Et du coup, parmi nos revendications, il y a aussi une question de terminologie. On considère que le fibrome est une pathologie bénigne. Eh bien, nous, aujourd'hui, on demande à ce que cette terminologie soit revue. Parce que dire que le fibrome utérin est bénin, quand on sait ce que ça implique pour les femmes, en termes de gestion des saignements. Les saignements font partie des symptômes les plus invalidants des femmes qui souffrent de fibrome. Ce sont des saignements hémorragiques, ce sont des saignements intempestifs. Et à côté de ces saignements-là, il y a des douleurs pendant les règles, des douleurs en dehors des règles. Bon, le fibrome va avoir plusieurs impacts sur la qualité de vie, aussi sur la sexualité des femmes, par rapport au fait qu'il va empêcher les femmes d'avoir une sexualité épanouie, ou tout simplement empêcher d'avoir une sexualité dans la mesure où les fibromes vont être un obstacle à l'activité à proprement parler. Et à côté justement de la sexualité, il y a la question évidemment de la santé reproductive. Et bien pour nous, on considère que l'impact du fibrome sur la santé reproductive va agir à la fois sur la fertilité, mais sur la grossesse également. On va avoir des complications obstétricales pendant la grossesse. Ça peut être la nécrobiose d'un fibrome, ça peut être une fausse couche. Le taux de fausse couche est excessivement élevé chez les femmes qui souffrent de fibrome. Et par rapport à ce sujet qui est la fausse couche, on a tendance à dire que c'est normal,
une fausse couche, c'est la nature qui a décidé. Eh bien, je suis désolée, les risques de fausse couche sont particulièrement élevés dès lors qu'il y a des fibromes localisés à l'intérieur de la cavité utérine. Et dans ce cas-là, on ne peut plus parler de la nature, de Dame Nature, qui a voulu, parce que bon, l'œuf n'était pas de bonne qualité. Non, il y a un besoin de recherche aussi, hein, par rapport à la pathologie fibromateuse. Actuellement, il y a une seule étude française sur le fibrome, et c'est une étude très récente qui a été réalisée par Santé publique France, est rendue publique en mars de cette année. Et avant 2022, il n'y avait pas d'études épidémiologiques ou d'études sur la prévalence du fibrome. Et quand on pense que c'est une pathologie qui touche une femme sur 4, eh bien, nous nous interrogeons beaucoup sur les biais qu'il peut avoir dans la perception et les représentations. On travaille énormément sur la question des représentations de la pathologie fibromateuse, comment cette pathologie qui touche une femme sur 4 est perçue, comment expliquer le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de recherche sur la pathologie féminine la plus fréquente qui touche les femmes en âge de procréer. Comment expliquer le fait que la pathologie fibromateuse, qui représente la première cause d'ablation de l'utérus, ne fasse pas l'objet d'une sensibilisation particulière. Quand moi j'ai été confrontée au fibrome en 2011, ben, je n'avais jamais entendu parler de fibrome en 2011. Eh bien, ça aussi, ça dit quelque chose de la manière dont la santé de la femme est appréhendée, est considérée, est prise en charge tout simplement. Pour nous, c'est inadmissible qu'il y ait une telle banalisation d'une maladie qui touche autant de femmes et qu'il y ait si peu de recherche. Donc, la question des représentations, pour nous, c'est un sujet, c'est un axe de travail. La question des biais cognitifs qu'il pourrait avoir dans la perception de cette maladie par le corps médical, par le grand public, et surtout l'absence de prévention. On part du principe qu'à partir du moment, et vous l'avez dit, hein, je pense qu'Elie, Yasmine aussi, à partir du moment où il y a de la prévention, eh ben c'est déjà de l'action, c'est déjà une volonté d'agir. Donc, pour la sensibilisation et la prévention primaire des maladies féminines, il y a besoin de commencer par sensibiliser, par informer les femmes de l'existence de ces maladies. Et donc, voilà en gros nos différents axes de travail. En 2021, nous avons mis au cœur de nos actions les enjeux sanitaires et sociétaux du fibrome utérin. Tout simplement parce que le fibrome utérin va avoir des impacts aussi bien sanitaires que sociétaux. Les impacts sociétaux, c'est quoi? C'est la qualité de vie, c'est la productivité au travail, c'est la concentration à l'école, c'est la vie sociale. Eh bien, à partir du moment où on a conscience justement des imbrications existantes entre les symptômes d'une pathologie féminine, induisant des saignements, induisant aussi un isolement des femmes, hein, parce qu'une femme qui a des ménorrhagies ou des métrorragies, eh bien, ce sont des saignements qui sont très longs, qui sont hémorragiques et souvent inopinés. Eh bien, ces symptômes-là vont entraîner chez certaines femmes un repli sur soi, une perte de confiance en soi, un désamour aussi. Ce qui pose la question justement de l'égalité femmes-hommes. On a Madame la députée qui est présente parmi nous. Eh bien oui, les pathologies féminines vont avoir un impact sur les questions d'égalité. Égalité à l'école, égalité au travail. Nous recensons au sein de l'association des femmes dont l'évolution professionnelle a été freinée parce que trop souvent absentes, trop souvent fatiguées. Eh bien, l'anémie induite par les saignements hémorragiques vont entraîner une fatigue chronique, un épuisement nerveux, pouvant se traduire par une dépression. Et cette anémie dont on a tendance à réduire la cause aux règles abondantes, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anémie, chez certaines femmes, occasionne des thromboses, occasionne des embolies pulmonaires, occasionne des phlébites, occasionne des pertes de cheveux, une fragilisation osseuse. Eh bien, par rapport à tous ces symptômes-là,
eh bien, nous, aujourd'hui, très clairement, on considère que le terme bénin ne doit plus être associé au fibrome quand on prend en compte la globalité des symptômes de cette maladie, quand on prend en compte les impacts sur la qualité de vie, sur la sexualité, la santé reproductive, on ne peut pas continuer à considérer le fibrome utérin comme une pathologie bénigne. Autrement, on est dans la négation de la souffrance des femmes confrontées à cette pathologie. Donc voilà notre combat, il est transversal, il est pluridisciplinaire, il est global. Nous militons pour une prise en charge globale. On ne peut pas continuer à considérer le fibrome uniquement comme un problème de règles abondantes. C'est faux. Les règles abondantes sont un symptôme parmi d'autres. Il y a la fertilité des jeunes femmes. Yasmine, Ellie, vous en avez parlé. Eh bien, il faudrait pour toutes nos pathologies une stratégie de préservation de la fertilité. Sachant qu'il y a un risque de récidive du fibrome, parce que malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif du fibrome, il y a des opérations qui peuvent être répétées X nombre de fois. Eh bien, ce qu'il faut savoir impérativement, et ça c'est pour les femmes jeunes qui sont diagnostiquées, qui peuvent être sujettes à récidive, à partir du moment où on a un utérus multicicatriciel, liées à des opérations invasives, très clairement, il y a un problème de synéchie. Virginie l'a dit, les synéchies sont la première cause d'infertilité secondaire. Eh bien, prenons le cas d'une jeune femme qui serait opérée la première fois à 21 ans et qui aurait une récidive 2 ou 3 ans plus tard, une autre 3 ans. Eh bien, ce serait le cercle vicieux. Et par expérience, de nos observations empiriques, on a constaté que les femmes qui se font opérer à tour de bras, malheureusement, ne parviennent pas à avoir d'enfants. Parce que utérus multicicatriciel d'une part, adhérence post-opératoire d'autre part, ou alors complications obstétricales. Alors, on explique en quoi une telle pathologie peut être considérée comme bénigne. Oui, je pense nous, on est convaincus, Angèle. Juste avant de donner la parole à Caroline, alors Prisca a dû partir, mais Déborah, je pense que il y a quand même ce qui se retrouve là clairement chez les différentes associations, c'est la question de la prévention sur la santé des femmes d'un point de vue général. Et c'est vrai que voilà, comment les députés, est-ce que la délégation aux droits des femmes à laquelle participe Prisca peut être un acteur aussi dans cette... alors, à la fois dans la prise de conscience et puis après dans la mise en œuvre de cette prévention qu'on appelle toutes de nos voeux, en sachant que je sais que là, il y a une stratégie nationale sur la santé sexuelle qui est 2017-2030. Je sais que l'endométriose est dedans, que éventuellement l'infertilité va être dedans une fois que le rapport sur les causes d'infertilité aura fait tout son chemin et tout ça. Et il y a une autre pathologie, je crois que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la santé des femmes. Et donc, là, je me dis, il y a quand même une urgence à rassembler toutes ces pathologies, et les députés ont un rôle à jouer, je pense, à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Bien sûr, Virginie. Je vais juste dire quelques mots d'abord parce que je suis... je me présente d'abord, je suis thérapeute et donc spécialiste en infertilité et maternité. J'accompagne des couples depuis 12 ans. Mais tout ce que vous racontez, évidemment, me touche prodigieusement parce que j'ai été patiente comme vous et j'ai eu le syndrome des ovaires polykystiques, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, donc j'ai connu l'infertilité aussi et c'est un combat que je mène. Virginie le sait, j'ai créé la première journée de l'infertilité en France en 2014 et le combat, il a commencé donc depuis 12 ans et il continue aujourd'hui. Donc, quand je vous entends, je ne peux qu'adhérer à tout ce que vous dites les unes et les autres. Ça me paraît plein de bon sens et plein d'évidence. Ce combat, quand je dis j'ai commencé ce combat, effectivement, et qu'il n'est pas fini, c'est que je vais partir du constat que quand je dis moi, c'est pas que moi, hein, c'est vraiment les professionnels de santé, c'est que
nous observons, et puisque nous sommes dans la semaine de l'infertilité, qu'en PMA, nous avons beaucoup de femmes qui arrivent sans connaissance aucune des pathologies qu'elles peuvent avoir, qu'elles découvrent au moment des différents examens. Le problème, c'est qu'elles se retrouvent avec X problématiques sur la tête qu'elles ne connaissent absolument pas, qu'on ne prend pas le temps de leur expliquer. Il faut être très honnête, beaucoup de médecins n'ont pas le temps, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont souvent pas le temps, et qu'elles ne comprennent pas toujours ce qui leur tombe dessus. Et on rentre un peu dans une forme de médecine d'urgence. C'est-à-dire, soudainement, il va falloir activer tous les leviers, d'abord parce que souvent ça arrive un peu tardivement, donc on a l'histoire de l'âge, mais on a aussi toutes les pathologies qui tombent dessus. C'est extrêmement anxiogène, là, si je vous parle d'un point de vue complètement psychologique, c'est extrêmement anxiogène, c'est apeurant, on n'a pas le temps, on est dans l'urgence, on veut ce bébé. Donc, tout ça arrive à un temps très réduit. Moi, ce dont je m'aperçois, et effectivement, qui est le point de départ en fait du travail avec Prisca Thévenot, c'est que nous nous sommes quand même dit, chacune de notre côté, puis quand on s'est rencontrés, on avait à peu près le même constat, mais notre constat suffisait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a rencontré et des professionnels de santé et des associations, parce que ça nous paraissait indispensable d'entendre toutes les voix qui existent aujourd'hui. Mais c'était de se dire, c'est quand même assez dommageable d'attendre qu'on rentre dans un parcours de maternité ou de désir d'enfant pour déceler un certain nombre de choses. Moi, tout ce que j'entends là, c'est effectivement, et ça génère des problèmes évidemment de maternité, mais nous ne devrions pas attendre d'être au moment du désir d'enfant pour découvrir ce que nous avons. Parce que comme vous le dites tout justement, et je suis parfaitement d'accord, c'est que ça n'a pas une incidence uniquement pour l'infertilité. C'est une incidence quotidienne dans la vie des femmes. Et donc, il ne s'agirait pas d'attendre uniquement notre moment de désir d'enfant pour se dire, tiens, d'un coup, on va découvrir que j'ai une endométriose ou des ovaires polykystiques ou des fibromes. C'est un peu réducteur. Si, effectivement, et c'est un mot que vous avez tout employé, nous avions une vraie prévention en amont et une vraie information des patientes, on pourrait anticiper ces problématiques et effectivement se dire, nous pourrions mieux préserver notre fertilité, mais aussi mieux être informés, avoir des modes de vie différents et un mode de vie plus adapté aux pathologies que nous avons, et ne pas attendre le moment du désir d'enfant, ou ne pas passer par ce prisme du désir d'enfant uniquement pour connaître, j'allais dire, ce que nous avons, et mettre des mots sur ce que nous avons, qui est un peu violent pour un certain nombre de femmes. Je pense que vous allez être à peu près toutes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc, c'était le point de départ, en fait, de ce travail, c'est que moi, au quotidien, je vois des femmes en désespérance, et le mot est vraiment sciemment choisi, en désespérance, dans un désir d'enfant qui devient très lourd, très compliqué, physiquement, psychiquement, avec une incompréhension totale de ce qu'elles sont en train de vivre, parce qu'elles n'ont pas l'information. Heureusement que des associations existent, parce qu'elles se retournent évidemment vers ces associations, et bien heureusement, mais ça, c'est quand même un point de départ. Et puis des médecins qui essayent, eux, de se dire, dans cette urgence-là, il va falloir qu'on trouve les solutions pour les femmes. Et parfois, des solutions qui malheureusement arrivent trop tardivement, et donc des désirs d'enfants qui ne peuvent pas être réalisés parce que c'est trop tard. Donc c'est vrai que c'est ce constat qu'on a fait avec la députée Prisca Thévenot, qui est très sensibilisée autour de la santé des femmes. Et ce constat-là, on s'est dit, c'est bien, on ne va pas parler d'infertilité parce que c'est un des points en fait de la santé des femmes, mais ça n'est pas le seul point de la santé des femmes. La santé des femmes, elle devrait commencer à la puberté et elle devrait aller jusqu'à la ménopause. Là, je viens de dire deux mots qui, a priori, pour beaucoup de gens, c'est un peu hérétique, hein, la puberté, donner une vraie information, mais aller jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire parler de ce qui se passe aussi, puisque notre vie ne s'arrête pas à la ménopause et qu'on a encore des pathologies qui peuvent arriver après la ménopause, typiquement des cancers qui peuvent se développer. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter là, soudainement, de s'occuper des femmes. Et donc, l'idée et le combat aujourd'hui qui est mené, en tout cas, par Prisca Thévenot, mais pas uniquement, puisqu'elle vous l'a dit tout à l'heure, dans les commissions auxquelles elle fait partie, elle a vraiment une unanimité, quels que soient les partis politiques. Hein. Il y a une unanimité, en tout cas, sur la santé de la femme, et ça, c'est quand même très bon de l'entendre. Je pense que c'est le vrai message, il est là, c'est de se rendre compte que ce sujet-là, il concerne tout le monde et il est pris en compte par tout le monde. Pour une fois, dites donc, on a un sujet qui, a priori, emporte les foules. Je crois que celui-là, il va falloir quand même qu'on se gargarise avec. Et l'idée, et c'est un des amendements qui a été évidemment voté par Prisca Thévenot, et ça, je pense qu'il faut vraiment lui rendre ça, et du travail donc, qui a été mené tout cet été, c'est de se dire il faut absolument qu'on crée des rendez-vous de santé pour les femmes. Vous avez entendu le ministre, M. Braun, dire il faut absolument avoir des rendez-vous de santé pour la population générale aux âges clés de la vie. Eh bien, l'idée, c'est de le dupliquer chez les femmes et d'avoir des rendez-vous aux âges clés de la vie, mais spécifiquement pour les femmes, dans lesquels on va, par exemple, à la puberté, qui serait un rendez-vous obligatoire,
qui serait l'idée, pas uniquement de parler de l'IVG, pas uniquement de dire à nos adolescents, oh là là, attention, il ne s'agirait pas de tomber enceinte, parce que je caricature un peu, mais ça se résume surtout à ça. Ce serait surtout d'informer, comme vous le disiez notamment sur l'endométriose ou sur les ovaires polykystiques, eh bien, on explique ce que c'est, et que la douleur, eh bien, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas forcément normale. Alors, c'est très compliqué d'expliquer la douleur, vous allez me dire, mais en tout cas, de donner des vraies clés pour qu'on se pose les bonnes questions, d'informer. L'idée, c'est pas de se dire, à 15 ans, par exemple, je vais aller faire un examen gynécologique très invasif, parce que c'est pas l'objectif, mais c'est quand même d'informer, c'est quand même de pouvoir dire, je peux dépister, je vais pouvoir sensibiliser tous les mots que j'ai entendus depuis tout à l'heure. C'est ça l'idée de ça. Et puis de se dire, à 25 ans, on peut faire un deuxième bilan ou un deuxième rendez-vous. Alors, je dis 25 ans, on verra bien si c'est 25 ou 30 en tout cas, où là, on va plutôt parler de préservation, parce que vous avez raison, tout ça a un sens. C'est que si je décèle quelque chose, je peux mieux anticiper ma préservation ovocytaire ou faire les choix qui seront les bons choix pour moi en tant que patiente et en tant que femme. Et derrière, pouvoir faire un parcours beaucoup moins chaotique et beaucoup plus réfléchi et anticipé que ce que nous connaissons aujourd'hui, qui sont toujours, à mon sens, des parcours un peu d'urgence. Et on ne devrait pas être dans cette urgence. Donc, cette information et cette communication faite par des professionnels de santé qui pourraient parler aussi bien des ovaires polykystiques, d'endométriose, mais aussi de cancer, de sexualité, de fertilité, effectivement avec ce bilan de fertilité qui pourrait être intégré parce que quand vous demandez un bilan de fertilité aujourd'hui, la plupart du temps, on vous répond que s'il n'y a pas de désir d'enfant, il n'y a pas matière à faire un bilan de fertilité, ce qui est pour moi hérétique, c'est-à-dire qu'on devrait avoir le droit de savoir où en est notre fertilité, que nous soyons dans un désir d'enfant, j'allais dire immédiat, ou dans un désir d'enfant différé, ou dans un non-désir d'enfant. J'ai le droit, moi, de connaître mon corps, son fonctionnement et là où j'en suis. Ce n'est pas réservé uniquement par le prisme de la maternité. Je trouve ça un peu réducteur. Et puis évidemment, ce rendez-vous, j'allais dire un peu plus tardif pour parler du cancer, parce que le cancer, on est dans le dernier jour du mois d'octobre et donc de la prévention du cancer du sein. On voit bien que c'est en grandissant malheureusement cette histoire de cancer du sein, mais on a aussi les cancers de l'endomètre qui existent, qui sont grandissants aussi, il ne faut absolument pas oublier. Et donc, ce dépistage-là, comme le cancer du col, sont des choses qu'on doit absolument expliquer aux femmes, déceler ces problématiques-là et aller jusqu'à la ménopause. Et là aussi, il y a un vrai travail sur la ménopause, parce que je crois, vous comme moi, que quels que soient nos âges, on n'entend pas beaucoup parler de ce mot très tabou qui est la ménopause et qui a l'air d'être le bout du bout de la vie des femmes. Alors que, voilà, on connaît toutes des femmes qui sont en ménopause et qui ont une vie pleinement épanouie, mais il s'agirait juste peut-être de réexpliquer, de remettre les choses en place. Donc, on voit qu'il y a quand même une sensibilisation. Quand nous avons rencontré des professionnels, il y a une vraie résonance. Ça paraissait évident, soudainement, d'avoir un parcours qui ne soit plus, et je reprends les termes de Prisca Thévenot, en silo, mais effectivement de dire on va arrêter de penser en silo et on va penser de manière plus globale. Effectivement, on n'est pas que des ovaires polykystiques ou on n'est pas que des fibromes, on est une femme avec plusieurs pathologies et plusieurs problématiques. De mieux intégrer les hommes à ces parcours parce que effectivement, il y a des maladies qui sont compliquées pour les femmes mais aussi pour le couple. Et donc, il faut que le compagnon ou la compagne soit avec nous et puisse comprendre, être informé au même titre, que ce soit dans le cadre de la maladie ou dans le cadre de la fertilité d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, ou de la maternité, et que ces parcours soient complètement articulés pour que nos parcours ils aient un sens. C'est-à-dire que si j'ai eu telle chose à 20 ans, eh bien, je n'aurai pas la même suite du parcours que si j'ai eu un autre problème à 30 ans ou un fibrome, etc. Donc, c'est un vrai parcours articulé. Aujourd'hui, il y a cette sensibilité chez les professionnels de santé, on l'a entendu, et il y a cette sensibilité, visiblement, en tout cas cet écho chez les députés. Alors, il y a un gros travail, effectivement, il y a ce premier amendement qui a été voté, qui est quand même important de se dire on pourrait avoir ces rendez-vous-là. Je pense que l'instaurer paraît indispensable, mais il y a un gros travail, et je vous ai entendu le dire et le redire, d'information, de formation, indispensable pour les professionnels de santé, aussi bien que pour le grand public. Donc, c'est pas, voilà, on va peut-être se dire qu'il faut arrêter de saucissonner, même si il y a plein de combats à mener et que je suis admirative de tout ce que vous menez comme combat. Mais il y a aussi un travail là qui est, à mon sens, plutôt du niveau de la société, c'est de se dire on va traiter les choses plutôt dans la globalité, dans la longueur de la vie des femmes, pour qu'elles ne se retrouvent pas coincées à un moment donné dans, j'allais dire, une espèce d'étiquette qu'on leur met dessus en disant toi
toi, tu es un utérus comme ci, ou toi, tu as une endométriose, ou voilà. Et qu'elles puissent mieux vivre leur vie dans leur totalité et pas uniquement au moment de ce désir d'enfant. Est-ce que j'ai à peu près explicité clairement les choses? Oui, c'est très clair, Déborah. Et moi, je me dis que là, on est peut-être à un moment où on va basculer sur une autre manière d'envisager la santé des femmes. Et c'est très intéressant. Donc, nous, on va suivre ça. Et sur la question de l'infertilité et de la fertilité, c'est vrai que il y a la nécessité de la prévention secondaire. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on traite le désir d'enfant chez les personnes infertiles au moment où le désir d'enfant est là, alors qu'on sait très bien qu'il y a tout un tas de pathologies qui sont liées à l'infertilité, qui sur le long terme ou à un âge plus avancé seront source de maladies. Et aujourd'hui, c'est pas du tout, les gens ne sont pas du tout sensibilisés à ça. Voilà, ils veulent un enfant, donc hop, on les prend en charge en AMP, et puis après, soit ça a marché, tant mieux, et c'est bye-bye, soit ça n'a pas marché, et c'est pareil, c'est bye-bye. C'est bye-bye dans tous les cas. Pas du tout de suivi sur le long terme des pathologies qui sont liées à l'infertilité, qui peuvent être diverses et variées. Et voilà, donc de la puberté à la ménopause. Okay. Je suis d'accord avec toi, Virginie, c'est que ce qui est dommageable, c'est qu'on ne prenne pas en compte le parcours que nous avons spécifique. On ne peut pas avoir les mêmes suivis quand on a fait X années de PMA avec X années d'hormones et que derrière, on ne suive pas un peu plus spécifiquement, à mon sens, les femmes qui ont suivi ces parcours, puisqu'on voit qu'il y a quand même une propension à avoir des pathologies qui peuvent arriver derrière. Et c'est extrêmement dommageable. Donc, c'est vrai que l'idée de se dire, il faut penser plus globalement, je pense que ça a du sens. Je suis assez étonnée, effectivement, de voir que les professionnels de santé sont très sensibilisés à la question, mais au même titre que là, nous avons les députés qui sont dans la même sensibilité. Alors, peut-être que les planètes sont alignées, je ne sais pas, et qu'il faut profiter de ce moment, mais on sent que… Et je vais quand même dire cette petite chose, parce que c'est vrai que je le dis systématiquement, mais pour moi, c'est important. Ce n'est pas être, à mon sens, féministe ou néo-féministe, comme on dit en ce moment, que de faire ce que nous sommes en train de faire ou le travail que nous sommes en train de mener. Quand je dis ça, ça veut dire que ce n'est pas pour se dire nous sommes contre les hommes et contre la médecine des hommes. Ça n'a aucun sens de dire ça, ce serait ridicule. Nous sommes juste en train de dire il faudrait juste adapter la médecine pour les hommes comme pour les femmes. Nous avons une physiologie différente. On ne va pas non plus, à un moment donné, réinventer la Lune, c'est comme ça, on ne changera plus. Donc, on va prendre la spécificité des individus et faire en sorte que les individus, un peu mieux avec les problématiques que nous pouvons avoir et qui ne sont pas les mêmes chez un homme ou chez une femme. Et ça, c'est pas du féminisme, j'allais dire, c'est juste du féminin. Hein. On prend en compte le féminin que nous avons, mesdames, et je crois que ça a du sens. Alors juste avant, si vous avez des questions ou des interventions, je voudrais juste donner la parole à Caroline pour qu'elle nous parle de ASSO, SOPK. Et puis si Yasmine ou Kelly ou Angèle voulaient intervenir après, on refera un tour. Excuse-moi, Caroline, je te laisse la parole. Pas de souci. Merci. Donc, bonsoir à toutes. Donc, Caroline, présidente et fondatrice de l'association ASSO SOPK avec Ophélie. Donc, on a en coprésidence sur l'association depuis mai 2021. Donc, ça fait un peu moins d'un an et demi que l'association a été créée donc pour agir, informer et sensibiliser sur le SOPK. Je pense que c'est des mots qu'on a entendus un petit peu depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a tous un peu le même leitmotiv sur nos actions, sur les différentes pathologies qu'on essaye de mettre en lumière. Donc voilà, nous on essaye, j'espère que je vais pas trop me répéter par rapport à ce qu'a dit Kelly sur le SOPK, mais c'est vrai que c'est quand même une pathologie qui est très très peu connue, et plus on en parle, mieux c'est, parce que on voit que c'est très difficile de faire parler de ces pathologies et de faire remonter l'information, que ce soit chez les médecins ou même au grand public. Et nous, on est là pour ça, on est là pour aider les personnes qui sont fraîchement diagnostiquées, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, ces personnes sont diagnostiquées mais n'ont pas forcément d'informations, sont laissées un peu dans la nature. Et je pense que Kelly me contredira pas, mais généralement, ce sont des personnes qui sont diagnostiquées. Vous avez un SOPK, on peut rien faire pour vous, revenez quand vous voulez un enfant. Et sauf qu'en fait, le SOPK, c'est pas effectivement que cette infertilité, qui peut des fois ne pas être pour un SOPK. Mais c'est beaucoup de complications qui peuvent se développer, et aussi au-delà de la ménopause. Donc, c'est important d'en parler, c'est important que les médecins soient au courant de ces complications.
Et c'est pour ça que nous, on est là. En fait, on agit et on sensibilise aussi bien les médecins, donc les professionnels de santé, que les personnes qui sont atteintes du SOPK, mais aussi le grand public et les proches des personnes atteintes du SOPK. Pour cela, on est accompagné au quotidien par un comité scientifique. On a 3 médecins qui nous accompagnent régulièrement et qui sont là aussi pour jouer de la sensibilisation auprès de leurs patients, qui ont des patientes atteintes de SOPK. Donc, on a 2 endocrinologues et une gynécologue qui nous aident au quotidien dans nos actions, qui nous aident pour tout ce qui est la recherche, qui nous envoient des articles scientifiques pour les nouvelles recherches qui peuvent être mises à jour. On crée du coup de l'information grâce à un webinaire qu'on a mis en place cette année. On est en train de travailler sur la 2e édition et on met de l'information à disposition avec plusieurs professionnels de santé, une dizaine de professionnels de santé qui ont accepté bénévolement de donner de leur temps pour aider à sensibiliser toutes les personnes qui puissent passer sur notre site internet. Comme je le disais, on aide aussi les personnes atteintes du SOPK qui sont un petit peu perdues, qui sont, malgré qu'on dise qu'il y a une femme sur 7 atteinte de SOPK, qui sont généralement seules dans leur diagnostic, qui ne connaissaient pas la pathologie, qui n'ont personne dans leur entourage qui ont la pathologie, qui connaissent la pathologie. On organise des rencontres. On doit être en moyenne 1 rencontre par mois qui permettent d'accueillir ces personnes avec leurs proches, leurs conjoints, leur famille, et pour parler de la pathologie, pour échanger. Et généralement, ça leur fait énormément de bien de pouvoir se libérer. La parole est vraiment libérée et c'est vraiment des sujets de conversation assez importants et différents. On organise aussi donc auprès des médecins, on est présent dans les congrès. On a récemment participé à un congrès au mois de septembre où justement on a parlé devant des médecins pour parler de ces complications du SOPK, parce que certains médecins ne sont pas au courant. Et si nous pouvons acter et aider ces médecins à mieux prendre en charge leurs patients, c'est gagné pour nous, parce que on aura peut-être atteint un médecin, mais ce médecin va peut-être avoir une trentaine de patientes, et c'est une trentaine de patientes mieux prises en charge pour la suite. On fait aussi de la sensibilisation dans les écoles, on vient de commencer ça, et c'est super important pour nous, comme le disait Yasmine, d'aller directement dans les écoles, dans les lycées, pour que la pathologie soit prise en charge le plus rapidement possible. Et si la personne, la lycéenne, la collégienne n'est pas forcément dirigée elle-même, mais elle va connaître la pathologie, elle pourra peut-être aider des personnes qui le sont autour d'elle, des amis, une sœur, une cousine. Et dès que la pathologie, plus elle est prise à temps en charge, mieux elle est traitée, moins de complications par la suite, peut-être une meilleure fertilité également. Donc c'est important pour nous d'être dans les lycées, les collèges. Ça commence tout juste. On commence à créer des supports. On a des étudiantes aussi qui viennent vers nous pour créer des supports pour aller sensibiliser dans les collèges et les lycées. Donc on est en train de mettre tout ça à bien pour pouvoir faire d'autres actions. On est aussi en collaboration avec des acteurs extérieurs pour justement permettre la sensibilisation aussi du grand public et des médecins. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ça, on est aussi dans les cliniques qui commencent à mettre en place des parcours pour le SOPK avec des hospitalisations de jour où il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire. Parce que le SOPK, c'est l'importance d'une équipe pluridisciplinaire. Il y a tellement de symptômes différents qu'il faut plusieurs médecins, plusieurs professionnels de santé, plusieurs directions pour traiter les symptômes, étant donné qu'il n'y a pas de traitement curatif. Donc, en fait, on commence à avoir des contacts avec des cliniques qui mettent des parcours en place. Et du coup, on est très actifs là-dedans et on se déplace généralement. Donc, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut faire au sein de l'association. J'oublie certainement des choses. Ah si, on a le podcast aussi. On a monté un podcast depuis quelques mois où on a un épisode tous les mois qui traite soit de témoignages, soit on a des professionnels de santé qui interviennent aussi. Des fois, c'est des moyens où c'est peut-être plus facile de s'exprimer pour certaines personnes qui le souhaitent, parce que des fois, témoigner, ça fait énormément de bien aux personnes. Et même, c'est peut-être plus abordable pour des personnes qui écoutent plus facilement plutôt que de regarder ou de lire un article tout simplement sur un site internet. Bon. Merci Caroline. Est-ce que Angèle ou Yasmine ou Kelly, vous vouliez... Kelly, tu veux dire quelque chose?
Ouais, je voulais juste rebondir sur à la fois ce que vient de dire Caroline et aussi sur ce que disait Deborah Schumann il y a quelques minutes sur l'importance de prendre en charge la femme dans la globalité de sa vie et dans tout son parcours de vie. Je trouve que avec le SOPK, c'est extrêmement parlant et je sais que ça a aussi longtemps été le cas pour l'endométriose. On se concentre à 90% du temps sur la question de l'infertilité dans le cadre du SOPK et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est presque un automatisme. Une femme qui vient d'être diagnostiquée du SOPK, Caroline le disait tout à l'heure, en fait, tout de suite, on va lui proposer un parcours pour avoir un enfant. Et si c'est pas le cas, on saura rien faire d'autre pour elle, parce qu'on s'est penché en fait pendant extrêmement longtemps sur cette question de l'infertilité liée au SOPK. Et d'ailleurs, on sait aussi que la majorité des cas de SOPK sont diagnostiqués au moment d'un désir de grossesse. Donc voilà, c'est une pathologie où on a énormément ciblé cette question-là, mais aujourd'hui on se rend compte avec le recul, avec les témoignages, avec aussi la recherche et tout ce qu'on apprend aujourd'hui, que c'est une pathologie en fait qui a des impacts dès la puberté et d'ailleurs des impacts qui vont bien au-delà de l'infertilité, puisque c'est des impacts qui vont être physiques, qui vont être psychosociaux, qui vont être hormonaux. Et on sait que, en plus, à la puberté, le facteur hormonal, il est extrêmement important dans le développement de la femme, dans le développement aussi de qui elle va devenir, de sa perception d'elle-même. Donc voilà, c'est une période qui est extrêmement importante. Puis effectivement, il y aura cette période de la vie où il y a la question de l'infertilité, de la maternité, qu'on la veuille ou qu'on la veuille pas, voilà, toutes ces questions qui vont graviter autour justement de cette question de la parentalité. Et puis il y a la question de la ménopause et de l'après, et ça c'est quelque chose dans le cadre du SOPK aujourd'hui qui est extrêmement occulté. On parle très peu de cette bascule entre le syndrome des ovaires polykystiques tel qu'il est entre la puberté et puis l'âge adulte, et ce vers quoi il va basculer, vers ce syndrome métabolique où on a toutes les complications associées qui sont des complications qui peuvent être graves. On parlait tout à l'heure des cancers gynécologiques, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires. C'est des pathologies. Autant voilà, on a tendance à répéter aux jeunes femmes que le SOPK c'est une pathologie qui n'est pas létale, autant on peut courir vers des pathologies qui sont bien plus graves, qui ont des conséquences bien plus lourdes pour la santé. Et là où je voulais en venir, du coup, en rebondissant là-dessus, c'est que, encore une fois, la question de la prévention ici, elle est essentielle parce qu'on sait, par exemple, pour le cancer de l'endomètre, dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, qu'on est capable, par de la prévention et par de l'action, de réduire considérablement ce risque en informant simplement les patientes sur l'importance des règles, sur l'importance des cycles, sur l'importance de suivre tout ça, d'observer un petit peu ce qui se passe, d'alerter aussi lorsque le cycle est déréglé, est problématique, est douloureux. Et voilà, toute cette question de la prévention, elle est encore une fois centrale parce qu'elle permet vraiment de réduire considérablement tous ces facteurs-là à long terme. Et ça se met en place en fait dès le début de la vie de la jeune femme. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus et je trouve que le SOPK est extrêmement parlant sur cette question de prendre en charge la globalité de la vie de la femme et pas uniquement son parcours autour de son désir de maternité. Je vais rebondir sur ce que Kelly vient de dire par rapport au déséquilibre hormonal. On a tendance à perdre de vue le fait que tout démarre en fait au moment des premières règles. Eh bien, le dénominateur commun qui est entre nous, finalement, c'est quoi? Ce sont les règles, c'est le cycle menstruel. Et c'est aussi bien évidemment ce fameux déséquilibre hormonal qu'on va retrouver chez les femmes qui souffrent de fibromes, d'endométriose ou d'ovaires polykystiques. Eh bien, ça veut effectivement dire l'importance de la prévention dès les premières règles. Ce fameux déséquilibre qui peut se traduire par une hyperœstrogénie, notamment chez les femmes qui souffrent de fibromes, c'est aussi un indicateur qui peut être pris en compte. À partir du moment où on va dire une petite fille réglée à 8, 9 ou 10 ans, a des règles douloureuses, eh bien, elle cumule déjà deux facteurs, les règles précoces et les règles douloureuses. Donc, partant de là, il y a déjà possibilité de dessiner son profil hormonal. On sait par expérience que la plupart des personnes, des femmes qui ont eu des règles douloureuses ont été diagnostiquées par la suite, soit de fibromes, soit d'endométriose.
Et ça doit être pareil pour le SOPK. Donc, par rapport à la prévention, je pense effectivement qu'il y aurait un grand travail à faire au niveau du déséquilibre hormonal dès les premières règles. Il n'y aurait pas besoin d'attendre qu'il y ait un diagnostic 5, 10 ou 15 ans après. Il y aurait simplement besoin de ne plus être dans la systématisation de la prescription d'une pilule contraceptive, par exemple, pour soulager les règles douloureuses, mais il y aurait besoin déjà, ne serait-ce que par des marqueurs biologiques, c'est une prise de sang, de savoir quel serait le profil hormonal d'une gamine de 8, 9 ou 10 ans. Déjà, pourquoi les régler à 8, 9 ou 10 ans? On peut se poser aussi la question des perturbateurs endocriniens et de la place que devrait avoir justement la prévention au vu justement de l'impact des perturbateurs endocriniens. Parce que de plus en plus de petites filles sont réglées très tôt. CE2, CM1. Et ces petites filles-là, dans quelques années, vont gonfler les chiffres des pathologies féminines. Eh bien, le problème avec les pathologies féminines, c'est qu'elles ne sont pas mortelles. À partir du moment où on considère qu'une pathologie gynécologique n'est pas mortelle, on oublie d'une certaine manière de mettre en place des actions de prévention. C'est ce qui explique le fait que les associations patientes, nous retrouvions finalement à faire tout le travail qui n'a pas été fait dans le cadre, on va dire, des premières consultations gynécologiques. S'il y avait eu une sensibilisation sur les règles, on a fait une campagne de sensibilisation l'année dernière sur fibrome et menstruation. On s'est bien rendu compte que de mettre les règles à côté des fibromes, ça permettait aux gens justement de prendre conscience de ce fil rouge qu'il y a dans les pathologies féminines. Eh bien, en faisant de manière systématique cette linéarité entre règles et pathologie féminine, ou entre cycle menstruel et pathologie féminine, on pourrait mettre en place des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention primaire. On a tendance à oublier cette bonne vieille prévention primaire. On se lave les dents, on fait de la prévention primaire des maladies bucco-dentaires. Et bien, la prévention primaire des maladies gynécologiques, c'est dès les premières règles. Est-ce qu'elles sont douloureuses? Est-ce qu'elles sont anormalement abondantes? Est-ce qu'elles sont irrégulières? On a tout eu des personnes dans notre entourage qui n'avaient pas la règle de manière régulière et on se disait, dis donc, la chance. Et après, il y a eu un diagnostic d'SOPK ou d'une autre pathologie. Donc, s'il y avait eu, dès les premières règles, de la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est qu'un cycle normal, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement normal pendant les règles, la durée, la fréquence et le flux, eh bien, il n'y aurait pas besoin, en fait, il y aurait moins de perte de temps finalement sur le diagnostic. Et puis aussi, il y aurait finalement moins de complications, parce qu'une pathologie diagnostiquée précocement a l'avantage de permettre une prise en charge précoce et donc de limiter les complications éventuelles, comparé à une prise en charge tardive ou une errance médicale qui aurait au passage une multiplication de complications et surtout ce fameux parcours, cette errance médicale qui caractérise finalement toutes les pathologies féminines, les retards de diagnostic, les retards de prise en charge, tout cela devrait être mis dans un programme ou dans une stratégie de prévention primaire des maladies féminines. Et c'est ce qu'on a demandé déjà depuis un certain nombre d'années, un package permettant de sensibiliser aux maladies féminines, sachant que certains symptômes reviennent. Et bien, à partir du moment où une jeune fille ou même une femme plus âgée aurait des hémorragies pendant les règles ou aurait des saignements inopinés, on pourrait imaginer qu'elle souffre soit d'une endométriose, soit d'un fibrome, sans perdre de vue la coexistence de plusieurs pathologies chez une même et unique femme. Donc, conclusion, il y a urgence, vraiment, de mettre en place des actions de prévention primaire pour améliorer la santé de la femme, de la puberté à la ménopause. Alors, c'est ça, vers une stratégie globale pour la santé de la femme. Mais là, déjà, il y a quand même cet amendement qui a été voté. Donc, Déborah, si
si le projet de loi de financement de la sécurité sociale va au bout, donc l'amendement sera dedans. Ensuite, on peut espérer que ces rendez-vous-là, ces rendez-vous spécifiques pour la santé de la femme se mettent en place en 2023, en 2024. Après, je pense qu'il y a aussi la question de la formation des professionnels et puis la question auprès de l'éducation nationale. Mais en tous les cas… Alors là, je vais pas m'engager puisque c'est plutôt Prisca Thévenot qui pourrait vous répondre. Mais l'autre fois, on a été interrogées toutes les deux par un journaliste. Elle parlait de 2023. Enfin, nous, c'est notre objectif, hein, c'est de le faire au plus tôt, au plus vite, parce que je vous entends et c'est vrai, il y a une urgence. Donc là, il faut, j'allais dire, battre le fer tant qu'il est chaud, c'est y aller. Et c'est presque une stratégie nationale de santé de la femme qui en découle. C'est pas juste 3 rendez-vous, parce que vous avez compris que c'est bien d'avoir des rendez-vous, mais après, il faut mettre des choses à l'intérieur, il faut former, il faut informer. Et ça s'appelle une stratégie nationale de la santé de la femme. Oui, parce que là, la stratégie nationale dont je parlais tout à l'heure, sexualité et tout ça, elle n'est pas du tout adaptée. Hein, parce que là, quand je lis, c'est l'objectif numéro 7, prévenir l'infertilité des hommes et des femmes en fonction des déterminants comportementaux, alcool, drogue, tabac. Oui. C'est comme si on était encore sur des vieilles représentations et des vieux discours au sujet d'un sujet et pas du tout sur ce que les dames ici présentes viennent de dire. Il y avait quoi d'autre que j'avais lu On ne parle pas de santé environnementale, on ne parle pas de toutes ces problématiques qui ont une incidence immédiate. Effectivement, avec une puberté beaucoup plus précoce et donc des ménopauses aussi beaucoup plus précoces. Tout ça n'est pas du tout mis en musique, si je puis me permettre de dire ça, mais c'est pas mis en musique. Il y a quand même une vraie logique à tout ça. Donc c'est vrai que ce plan de fertilité, puisque il nous tenait à cœur, Virginie, hein, si je dis pas de bêtises, ce plan de fertilité, et finalement, je ne sais pas, on est en train de se dire que va-t-il devenir, puisqu'il y avait beaucoup d'idées extrêmement intéressantes et beaucoup de pistes extrêmement intéressantes, mais il est en train de glisser effectivement dans l'autre partie. Dans la stratégie nationale. Dans la stratégie nationale, pardon, et il ne faudrait pas le réduire. Est-ce que, Yasmine, tu voulais dire quelque chose d'autre ou sinon il y a des questions? Moi, je voulais d'abord vraiment te remercier d'avoir organisé ça parce que c'est très, très enrichissant d'écouter les différents témoignages, les différentes associations. Ce que je constate effectivement, Angèle l'a très bien dit, c'est que ce soit du SOPK, du fibrome ou de l'endométriose, on souffre toutes des mêmes manquements, si j'ose dire, dans la prise en charge, dans le diagnostic, dans l'errance, dans la prévention effectivement et dans l'écoute peut-être aussi des patientes. Donc ça c'est déjà une première constatation. La deuxième aussi c'est que pour rebondir sur ce que disait Déborah tout à l'heure, je pense quand même qu'on est confronté, en tout cas pour l'endométriose, je vais parler de ce que je connais, d'un manque de formation des médecins et je pense que sans cette formation des médecins, sans cette adaptation de la formation, on n'y arrivera pas. Je donne un exemple. Une fois à l'occasion d'une sensibilisation en lycée, l'infirmière scolaire avait invité une interne en médecine, elle en était à sa 5e année. Et elle m'a dit, waouh, j'en ai appris beaucoup plus en vous écoutant parler pendant 1 heure sur ce qu'est l'endométriose. Dans mon manuel, l'endométriose, il y a une ligne dessus. Quand on sait la prévalence de la maladie, quand on sait ses conséquences, franchement, ça me laisse perplexe. L'association Endo-France a été créée en 2001. À partir de 2003, on a commencé à solliciter les différents gouvernements pour leur dire 3 choses. On voulait 3 choses. Adapter la formation médicale des médecins, lancer des campagnes de sensibilisation du public et créer et labelliser des centres d'expertise pour prendre en charge l'endométriose. C'était en 2003. En 2020, le décret intégrant l'endométriose dans les études médicales de second cycle est paru. Les premiers cours spécifiques endométriose donnés par des experts de la maladie ont été donnés en janvier 2021. Donc autant dire que il va se passer encore quelques années avant que ces médecins soient correctement formés à l'endométriose, sortent des bancs de la fac. Et en ce qui concerne les centres d'expertise, les fameuses filières de soins, elles vont enfin démarrer. Certaines ont démarré en 2021, 2022, mais voilà, 2023, c'est l'objectif qu'avait annoncé Olivier Véran quand il était ministre de la Santé, grâce à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qu'a annoncé le président de la République en janvier dernier.
on a de la chance. Notre pathologie bénéficie d'une stratégie nationale. Maintenant, il faut vraiment que dans le concret, ça soit mis en œuvre. Et c'est, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir serrer la main rapidement au ministre de la Santé il y a quelques semaines. Et je lui ai juste dit endométriose. Bon, il m'a renvoyé gentiment vers sa chef de cabinet et j'espère beaucoup d'un rendez-vous prochain pour pouvoir lui dire concrètement où on en est, qu'est-ce qui se passe. Voilà, parce qu'il faut pas que cette belle annonce, alors déjà c'est une chance, hein, je le dis vraiment, on peut tout à fait être fier de cela. En tout cas, nous, ça fait 20 ans qu'on œuvrait pour entendre ça un jour, une prise de conscience que la santé de la femme, que l'endométriose était impactante au quotidien et méritait cette stratégie méritait de devenir un enjeu de santé publique. Voilà. Donc, mais voilà, je reviens sur le cheval de bataille de l'association depuis sa création, c'était la formation des médecins. Et ça, il y a encore malheureusement beaucoup à faire, que ce soit les professionnels de santé qui vont pouvoir diagnostiquer, les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécos de ville, que ce soit les chirurgiens dans l'expertise du geste qui est attendu, que ce soit tous ceux qui gravitent autour de l'endométriose, les médecins de la douleur, les ostéopathes, les kinés et autres disciplines qui vont avoir un impact vraiment important dans la gestion de la douleur. Et puis voilà quoi. Enfin, la formation, c'est vraiment aujourd'hui l'infirmière scolaire, elle doit être en mesure de savoir reconnaître des signes d'une endométriose pour pouvoir orienter vers un diagnostic. Et ce qui est, voilà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, avec l'expérience d'Endo France, là, on peut dire aujourd'hui qu'il faut que cette stratégie nationale, c'est prévention, formation des médecins, création de filières spécifiques pour le SOPK, pour les fibromes, pour l'endométriose, pour l'insuffisance ovarienne précoce, pour les synéchies. Tu vois on s'appuie sur l'expérience. Et là, quand tu dis plus de 20 ans, il ne faut pas que ça prenne 20 ans pour le SOPK, il ne faut pas que ça prenne 20 ans pour les fibromes. Donc là, maintenant, on ouvre une nouvelle porte et on dit, maintenant, on arrête de prendre 20 ans pour faire quelque chose pour la santé des femmes. Exactement ça. Tu voulais dire quelque chose, Kelly? Non, mais je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit, Virginie, sur le fait que ça ne doit pas prendre 20 ans. Mais en fait, ça ne prendra pas 20 ans. Et je pense qu'avec Caroline, on a les deux assos les plus jeunes du panel. Et je pense qu'on est en mesure de dire que les avancées qu'on connaît aujourd'hui, on les connaît plus rapides que ce qu'a pu connaître Yasmine il y a 20 ans. Les patientes ont du mal à avoir ce recul-là, mais nous, on le voit en fait en tant que présidente d'association, on voit les portes ouvertes qui sont possibles en fait grâce à ce qui a été mené sur le sujet de l'endométriose. Tout ce chemin qui a été emprunté par les associations qui ont débattu pour que l'endométriose soit un enjeu en santé publique. Ce travail-là, il sert aujourd'hui les associations comme SOPK, comme SOPK, comme Fibrome Info France, pardon. Ce travail-là, il nous sert et je peux vous dire qu'en 4 ans, on a vécu des avancées chez SOPK qu'on n'espérait même pas vivre en fait il y a 4 ans de ça quand on a créé l'association. Et si tout ça c'est possible, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une porte qui a été poussée et c'est celle de l'endométriose qui a dit écoutez-nous, la santé des femmes c'est un sujet. L'endométriose, c'est un sujet, mais la santé des femmes, elle existe et elle doit être entendue. Et donc, voilà, je voulais remercier aussi, du coup, les associations contre l'endométriose d'une manière générale, Endo France et toutes les autres, pour ce travail qui a été mené parce qu'il nous sert réellement à nous, autres associations en santé féminine aujourd'hui. Alors, on va prendre les questions parce que sinon, il va bien falloir qu'on aille se coucher aussi. Donc... Alors, il y a quelqu'un qui disait ponction, curetage, biopsie de l'endomètre sont-elles des opérations qui fragilisent l'utérus et qui donc favorisent l'infertilité? Oui. Est-ce que quelqu'un veut développer? Mais oui, parce que la paroi de l'utérus est quelque chose de fragile et donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou... Alors, je veux bien. Dans le cadre du fibrome, on sait qu'effectivement, les opérations multiples
peuvent fragiliser l'utérus et occasionner des synéchies, des adhérences post-opératoires et donc une infertilité. La réponse, évidemment, dépendra aussi de la longueur ou de la taille des incisions et du nombre d'interventions. C'est-à-dire que l'utérus ne sera pas fragilisé de la même manière selon qu'il y a eu une seule intervention avec une seule cicatrice ou selon qu'il y en a eu plusieurs avec plusieurs incisions. Chez les femmes qui ont eu plusieurs interventions avec des incisions multiples, oui, il y a une grande fragilisation de l'utérus qui se traduit parfois par une infertilité secondaire. Alors, pour ce qui concerne la biopsie de l'endomètre, ça, ce n'est pas quelque chose qui fragilise l'utérus parce que c'est des tout petits morceaux qui sont prélevés pour être mis sous un microscope. Donc ça, ce n'est pas ce qui est le plus... c'est pas ce qui est le plus endommageant de l'endomètre. Et puis les ponctions, en fait, c'est juste un trou qui est fait par la sonde pour aller chercher les ovocytes dans les ovaires. Donc ça, c'est pas non plus source d'infertilité. Voilà. Mais les curetages, effectivement, peuvent être source de synéchie et il faut pouvoir les contrôler, voir si tout va bien. Et là, une des difficultés aussi, c'est l'épaisseur de l'endomètre pour pouvoir bien accueillir l'embryon, doit avoir une certaine épaisseur. Et donc, des endomètres trop fins, ça peut être problématique pour la fertilité. Alors, il y avait une question au tout début sur la GPA et la loi de bioéthique, mais bon, Prisca n'est plus là. Et puis, la loi de bioéthique, normalement, elle doit être revue tous les 5 ans. Donc, on verra dans 5 ans si la GPA revient dans le sujet. Il y avait quelqu'un qui posait une question. En cas d'infertilité, de nouveaux protocoles sont-ils actuellement à l'étude? Nouvelles techniques pour favoriser les chances de grossesse arrivant à terme, autres que ceux existants. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Nous, on aimerait que la génétique puisse être un peu plus utilisée, notamment pour justement faire les diagnostics d'infertilité. Parce qu'aujourd'hui, l'infertilité est prise en charge comme il y a 40 ans, c'est-à-dire on stimule les ovaires des femmes, qu'elles soient infertiles ou pas infertiles, on stimule les ovaires des femmes pour récolter le plus d'ovocytes possible, pour avoir le plus d'embryons possible. Mais on reste malheureusement quand même avec des taux de réussite en France qui sont assez faibles parce que ça ne répond pas à toutes les problématiques. Et là, depuis quelques années, la génétique qui est utilisée pour tout un tas d'autres pathologies pourrait aussi être utilisée pour l'infertilité, pour mieux diagnostiquer au départ la cause de l'infertilité. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des FIV chez des femmes qui finalement, génétiquement, ne donneront jamais d'embryon viable. Et donc, il y a une étude qui a été publiée au mois de septembre, qui montre sur une population de femmes atteintes d'insuffisance ovarienne précoce que chez 30% de ces femmes, en fait, leur fertilité est encore là, mais il faudrait pouvoir utiliser quelque chose qui stimule le développement des ovocytes, enfin des ovocytes. Et finalement, on n'utilise pas ces nouvelles techniques parce que la loi soit ne les autorise pas, soit parce que chez les médecins, ce n'est pas encore entré dans les mœurs que la génétique peut être utilisée pour justement mieux diagnostiquer les causes, bien qu'il y ait en France un laboratoire qui a été labellisé en 2000 par le ministère de la Santé, justement dans le cadre du plan génomique et pour traiter des infertilités féminines et masculines, et notamment de l'insuffisance ovarienne. Mais là, c'est pareil, c'est une nouvelle manière de penser l'approche en infertilité qui n'est pas encore entrée beaucoup dans les mœurs. Là, il y a eu
un petit article qui a été publié sur cette étude dans Le Point et dans l'article du Monde qui a été publié il y a 2 semaines. Il y a un extrait de l'interview du professeur Misrahi qui a fait cette étude qui montre qu'on pourrait dire à des femmes à qui on propose le don d'ovocytes, finalement, vous pourriez, avec une stimulation de vos follicules, mais pas par la stimulation comme on l'entend là, mais plus sur faire grossir les follicules obtenir des grossesses, alors qu'aujourd'hui on leur dit il faut recourir au don d'ovocytes, et puis des femmes à qui on fait aujourd'hui des FIV, à qui on pourrait dire plus rapidement, mais en fait ça ne sert à rien de faire des FIV parce que vos embryons ne donneront jamais rien. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut pouvoir mieux, un peu plus développer, mais en tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles techniques. Les Espagnols cherchent à travailler aussi sur le rajeunissement ovarien, mais bon, c'est aussi un peu expérimental, donc il n'y a pas grand-chose. Alors, il y avait une autre question sur le SOPK. Je suis atteinte de SOPK, diagnostiquée à 20 ans par plusieurs professionnels, gynéco, endocrinologue, médecin. Je suis bien renseignée sur mes symptômes, sur les restrictions sur mon cycle. Pourriez-vous également partager des solutions? Après tout ce parcours de sensibilisation, de recherche, de connaissances, quelle est la suite? Car personnellement, j'ai toutes les clés en main, mais pourtant à 23 ans, j'ai toujours le même SOPK qui ne s'est pas forcément amélioré. J'imagine qu'il n'y a pas qu'une bonne hygiène de vie à avoir et peut-être également traiter chaque symptôme un par un. Alors, je ne sais pas, Caroline ou Kelly? Ouais, je pense que c'est compliqué de lui répondre comme ça maintenant parce qu'il faut déjà, on n'est pas médecin, mais je pense que faut qu'elle vienne contacter donc SOPK ou notre asso SOPK, je pense plus pour échanger plus facilement avec elle, parce que là comme ça va être compliqué de lui donner entre guillemets des solutions. Faut déjà connaître un peu ses symptômes, savoir si elle veut plutôt traitement médical, quelque chose de plus naturel. Il y a vraiment effectivement à traiter symptôme par symptôme, après avoir comment elle souhaite avancer. Donc, je lui conseille de plutôt de contacter une des assos directement pour avoir quelque chose un peu plus personnalisé et une redirection vers des professionnels de santé qui pourront l'aider. Effectivement, il y a quand même pas mal de choses possibles à mettre en place. En plus, effectivement, de l'hygiène de vie qui est effectivement pas la seule chose effectivement à mettre en place. Yes, j'ajouterais également qu'il y a une chose qui est importante dans la prise en charge du SOPK et dans le protocole d'accompagnement des patients qui ont un SOPK, c'est qu'il faut arrêter justement de généraliser le protocole d'accompagnement et le protocole de prise en charge. Ici, elle nous parle justement du fait qu'elle est assez renseignée sur les questions d'hygiène de vie, etc. Mais il y a un truc qui est essentiel à rappeler, c'est que l'hygiène de vie d'une patiente qui a un SOPK, ce ne sera pas la même hygiène de vie, le même besoin d'hygiène de vie d'une autre patiente qui a un SOPK. Et ici, moi, l'énorme rappel que j'ai à faire, parce qu'on observe, et ça, c'est ça découle de tout ce qu'on a pu dire depuis le début de nos échanges, mais on a énormément de patientes qui se détournent du corps médical. Et si j'ai un rappel à faire, c'est surtout ne pas se détourner de ce corps médical. On a besoin des professionnels de santé pour accompagner les patientes qui ont un SOPK, quelle que soit la volonté, c'est-à-dire qu'elles veuillent des solutions qu'on va appeler naturelles ou qu'elles veuillent des solutions médicamenteuses. Le professionnel de santé, le gynécologue, l'endocrinologue, ils sont centraux en fait dans l'accompagnement du SOPK. Et même si tu as l'impression d'être archi renseigné et même si tu as l'impression qu'on n'a pas de choses à t'apporter en particulier, il ne faut pas te détourner des professionnels de santé parce que même si tu choisis demain d'être accompagné par exemple par un ou une naturopathe, la supervision de ton professionnel de santé sera essentielle dans ce parcours et il est important que ce soit individualisé. C'est surtout, en fait, la clé, elle est là, c'est individualisé par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies aussi, par rapport à tes convictions et ne pas rompre l'échange avec les professionnels de santé avec qui tu vas avancer. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Et après, oui, pour rebondir sur ce que disait Caroline, effectivement, il va exister différentes façon d'accompagner le SOPK de manière naturelle ou médicamenteuse. Et ici, c'est une question de choix et aussi de
prise de décision vis-à-vis de ta situation. Donc là, l'important et l'essentiel, ça va être d'échanger avec les accompagnants que tu as dans ton parcours de soins. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui nous interroge sur l'adénomiose. Je ne sais pas si Yasmine ou Angèle, vous vouliez dire quelque chose L'adénomiose, c'est une forme d'endométriose en fait qui se caractérise par la présence de petits nodules, on va appeler ça des petits nodules, dans le muscle utérin. C'est vraiment, c'est-à-dire que l'endométriose, les cellules semblables à l'endomètre, elles vont aller se greffer en dehors de l'utérus, mais là, elles vont venir se greffer dans l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Et est-ce qu'il y a une question plus précise? Ah oui, cette personne-là dit qu'elle est en PMA depuis 5 ans et qu'on me dit qu'on ne peut rien faire à cette adénomiose. Et elle a un fibrome et de l'endométriose aussi. Ouais. Alors, chaque cas est unique dans l'endométriose comme dans l'adénomiose ou comme dans les autres pathologies, j'imagine. Chaque cas est unique. Il faut juste avoir des bons professionnels et ne pas hésiter à demander plusieurs avis. Il y a beaucoup de femmes que je connais qui ont eu des grossesses malgré une adénomiose. Donc voilà, peut-être demander un deuxième avis, peut-être refaire des examens si nécessaire. Voilà, mais ça n'empêche pas, même si ça effectivement la complique un peu, ça ne l'empêche pas toujours en tout cas. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site internet endofrance.org. Vous allez sur la rubrique contacter les bénévoles, vous contactez les bénévoles de votre région et puis elles pourront vous orienter vers des spécialistes pour vous aider, pour avoir un deuxième avis. Voilà. Et Angèle, toi, tu as peut-être quelque chose à dire parce que c'est vrai que dans le désir d'avoir des enfants, il faut des gamètes des gamètes qui fonctionnent bien, un corps en général qui fonctionne bien, des trompes qui fonctionnent bien, un utérus aussi qui fonctionne bien. Et c'est vrai qu'avec les fibromes, des fois, cette partie-là peut être très compliquée en fait. Alors, ça peut être effectivement très compliqué, mais pour donner quand même espoir aux femmes qui sont en désir d'enfant, ça reste possible, hein, malgré tout. Il peut avoir des parcours très longs, très difficiles, très douloureux. Il peut avoir des fausses couches, mais il n'est pas exclu pour des femmes qui ont encore une bonne réserve ovarienne ou qui sont en PMA, de parvenir à avoir un enfant. Donc, malgré tout, il faut rester optimiste, sauf si, évidemment, vous avez épuisé toutes les possibilités et à ce moment-là, il y a besoin de réfléchir à des options alternatives. Ok. Alors, les articles, là, je ne vais pas le trouver là tout de suite sur mon ordinateur, sinon je vais couper tout et ça va être le bazar, mais je les partagerai sur les réseaux sociaux de l'association. Les articles au sujet de l'approche, de la génétique dans la recherche des causes. Je voulais juste dire aussi que cette question de l'identification des causes avec la génétique, c'est utilisé déjà sur l'infertilité masculine depuis très longtemps. Mais étrangement, pas trop sur l'infertilité féminine. Donc, c'est pour ça que nous, on voudrait qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. Après, chacun est libre d'utiliser ou pas, mais là, la possibilité existe. Il y a des laboratoires qui sont labellisés pour ça. Et finalement, les patientes n'arrivent pas jusqu'au laboratoire pour faire cette analyse génétique parce que sur le terrain, les professionnels ne considèrent pas que ça puisse apporter quelque chose de plus. Et nous, on considère que ça peut apporter quelque chose de plus. C'est qu'on peut faire des choix de vie et des choix de vie plus en conscience et peut-être plus rapidement et pas au bout d'un parcours de PMA qui peut prendre plusieurs années et du jour au lendemain, on vous dit c'est fini, on ne peut plus rien faire pour vous, merci, au revoir. Alors que si les choses sont diagnostiquées en amont, que les gens peuvent donc élaborer une autre approche de leur potentielle parentalité, on trouve ça plus intéressant. Mais bon,
Et comme tout, il faut du temps, mais on va essayer de condenser le temps pour qu'on puisse obtenir ça un peu plus rapidement. Mais en tous les cas, c'est une approche qui nous semble intéressante parce qu'elle permet d'apporter des réponses différentes. C'est-à-dire, on pourra dire un peu moins aux gens, finalement, vous êtes en infertilité, mais on ne sait pas pourquoi. Infertilité inexpliquée, qui quand même représente encore à peu près 10% des causes en moyenne. Et ça, pour nous, c'est problématique. C'est-à-dire qu'en 2022, c'est problématique de dire à des gens, on ne sait pas vraiment pourquoi vous êtes infertile. Voilà. Alors qu'on pourrait un peu mieux l'expliquer avec cette analyse génétique. Je pense qu'on a fait un bon panorama de la situation. Alors non, il n'y a pas d'association spécifique sur l'insuffisance ovarienne précoce. Voilà. Ça serait bien, mais il n'y en a pas. Enfin, voilà. On n'en a pas trop parlé, mais l'engagement des femmes qui sont ce soir ici présentes dans des associations, c'est un engagement corps et âme, je dirais, et qui prend beaucoup de temps et qui est assez ingrat finalement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain, dans le quotidien des unes et des autres, avec très peu de moyens, voire pas du tout de moyens. Et ça c'est difficile, donc c'est pour ça que toutes les associations ont besoin à la fois d'adhérents, de bénévoles et de relais et de soutien et de support comme peuvent l'être les personnalités qui s'engagent pour telle ou telle association. Donc voilà, c'était aussi important pour nous de valoriser le travail qui est fait par vous, mesdames. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste te dire merci pour ce que tu viens de dire. C'est tellement vrai. Oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai que si on pouvait en faire notre métier, il y aurait de quoi faire. Voilà, c'est ça. Angèle et Kelly, vous voulez dire quelque chose ou on se dit au revoir? Bon, je voulais juste remercier encore une fois Virginie pour l'initiative. C'est important qu'on puisse de temps en temps avoir des moments d'échange pour porter plus haut et plus loin les causes pour lesquelles nous nous battons et surtout pour faire avancer la santé des femmes. La santé de la femme, en fait, elle est globale, on l'a dit, on l'a répété, et pour faire entendre nos voix et nos revendications, et des initiatives comme celle-ci, il faudrait qu'il y en ait plus souvent. Donc, merci beaucoup, Virginie. Non, mais merci à vous d'avoir répondu présente. Déborah, on va suivre l'actualité de... Et on vous tiendra informé, évidemment, du travail qui est fait, parce que ça concerne tout le monde. Donc, vous serez tout informé. Et puis, merci Virginie pour tout le travail que tu fais depuis très longtemps. Parce que ça commence à faire. Ça commence à faire et c'est très bien que ça fasse et que tu continues le combat. Et surtout, mais ça, je le dis avec beaucoup de sincérité, avec toujours la même rigueur et la même ligne de conduite. Voilà, pour moi, c'est important. Bon, merci à toutes et puis merci à toutes les personnes qui ont assisté et qui ont posé des questions. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes les associations sur tous leurs réseaux sociaux respectifs. Et puis nous, dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'infertilité, la semaine prochaine, non, pas du tout. Demain, on a une table ronde dont le thème est devenir parent via le don de gamètes. Et j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que toutes les conférences que l'on organise pendant la semaine de sensibilisation à l'infertilité sont aussi grâce au soutien que nous apporte le laboratoire Gédéon Richter et le laboratoire WOMED, qui s'occupe, lui, spécifiquement des synéchies. Voilà.
Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Merci Virginie. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.